Bonjour à toutes et à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de City Mag, le magazine hebdomadaire qui vous emmène à la découverte de nos belles localités ivoiriennes. Nous explorons aujourd'hui la cité du Poro, plus connue sous le nom de Korogo. Quelle est l'histoire de cette ville? Qui sont les hommes et les femmes qui la rendent si particulière? C'est ce que nous allons explorer ensemble. Dans le City Tour, nous vous emmènerons sur les traces de l'anacarde, l'une des principales cultures de rente du département. Ensuite, dans le City Plus, vous plongerez au cœur d'un artisanat local, varié, garant d'un héritage ancestral et qui aspire à un rayonnement international. Enfin, dans le City Mythe, vous rencontrerez Monsieur Ouattara Lassina, dit Las-PR, maire de Korogo. Mais avant, démarrons tout de suite avec une présentation à 360 degrés de la cité du Poro. C'est parti! Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement et préparez-vous à un décollage immédiat en direction de la capitale du nord de la Côte d'Ivoire. Nous vous garantissons un séjour des plus enrichissants au sein de cette ville riche d'histoire, de culture et d'opportunités. Bienvenue à la cité du Poro, Korogo. Située à environ 566 km d'Abidjan et 330 km de Yamoussoukro, Korogo est le chef-lieu du district des Savanes, de la région du Poro et de son département éponyme. La ville s'étend sur une superficie de près de 64,5 km². Sa population a atteint les 440 926 habitants en 2021, ce qui en fait la troisième commune la plus peuplée du pays et la plus grande du nord de la Côte d'Ivoire. Sa position de choix en fait un point focal pour les voyageurs venus du Mali et du Burkina Faso. Le relief de la ville est caractérisé par une plaine de savane parsemée de collines ou massifs rocheux isolés, appelés Inselberg. Parmi eux, le mont Korogo, situé à la sortie nord-ouest de la ville, domine à quelques 563 mètres de hauteur. Dans la région, vivent les Kalao, animaux fétiches pour le peuple sénoufo. Majestueux et sacré, le Kalao symbolise la sagesse et le lien entre les mondes. Chaque partie de son anatomie incarne différents aspects de la personnalité de l'homme sénoufo. Il veille majestueusement sur la cité, entre ciel, terre et tradition. Le Kalao, d'abord, c'est l'emblème général du Grand Nord. Et le Kalao, c'est le gardien du bois sacré, la chefferie, la fécondité et le porte-bonheur. Korogo est profondément enraciné dans l'histoire du peuple sénoufo. Les spécialistes estiment qu'il serait parti du nord-est de la Côte d'Ivoire, quittant un empire de Kong en déclin, à la recherche de meilleures terres pour s'y installer au XIVe siècle. Le terme Korogo est étymologiquement dérivé de Korgo, qui signifie héritage en sénoufo. La langue la plus parlée est en fait une variante du sénoufo, le sénari, utilisé par plus de 70% des habitants dans la vie quotidienne, les cérémonies religieuses, les contes et les proverbes. Le français, quant à lui, est utilisé à l'école, dans l'administration et les médias. Mais à Korogo, le multilinguisme domine. Outre le sénari et le français, on entend le malinké, le baoulé ou encore l'atié, entre autres langues vernaculaires parlées par des populations allogènes venues s'installer ici bien avant les colons. La cohabitation entre les communautés est reconnue comme pacifique depuis les premières vagues, cela grâce à l'hospitalité légendaire du peuple sénoufo. Je peux dire que c'est une cohabitation cordiale, parce que le patriarche Gouan Coulibaly avait la main partout. Et il a su mettre chacun à sa place. Si tu veux créer un village, tu viens le voir, je veux créer un village. Il va te donner, c'est-à-dire des djiri. Il va te donner des forgerons. Et ils seront assis à côté de toi. C'est-à-dire les forgerons, c'est eux qui font les dabas pour cultiver à manger. Chacun a son métier pour venir au secours de tout le monde. Les guéris, ils étaient des cordonniers. Et ils étaient des cordonniers, des tisserands. Voilà. Donc il fallait tout à côté.
Le développement urbain est bel et bien en marche à Korogo. Capitale du district des Savanes, s'inscrivant dans la politique de déconcentration et de décentralisation, la ville développe constamment ses infrastructures. On y trouve plus de 100 écoles primaires publiques, une dizaine de lycées modernes, dont les plus emblématiques, le lycée Houphouët-Boigny et le lycée moderne 2. L'université Pelé-Foro-Gon-Coulibaly est l'une des plus dynamiques du pays et compte actuellement plus de 8500 étudiants. Côté santé, le CHR de Korogo reste la structure de référence, soutenue par des centres de santé urbains et des cliniques privées en expansion permanente. Le PHR de Korogo est bâti sur une superficie de 14 hectares, qui fait de lui le plus grand établissement hospitalier régional de l'intérieur du pays. Voilà. C'est le plus grand terme de superficie avec une capacité de lits de 502. On a 28 services actuellement au niveau du CHR. Le visage administratif de la ville s'illustre par des édifices étatiques rénovés. La mairie, la préfecture, le palais de justice, mais aussi de nouveaux sièges régionaux des ministères, notamment la direction régionale du budget et des finances, le siège de la cour d'appel de Korogo, ainsi que l'antenne du médiateur de la République. Sur le plan économique, Korogo est un hub agricole très dynamique. Le coton reste la culture de rente principale, avec plus de 157 000 tonnes de coton produites dans le département. Viennent ensuite l'anacarde, environ 100 000 tonnes, la mangue, environ 37 000 tonnes, mais aussi le riz, le maïs, le mil et l'arachide. Les marchés, notamment celui de Ouaraniéné, ceux des quartiers Coco et Soba, sont animés par des milliers de commerçants venus de tout le pays. Les secteurs de l'élevage et de l'artisanat jouent également un rôle important dans le développement économique de la ville. Korogo, la cité du Poro, est une ville de contraste entre variations de climat, diversité agricole, patrimoine culturel, défis d'urbanisation et dynamisme économique. C'est une ville où se croisent tradition et modernité, où l'essor économique se conjugue avec une forte identité culturelle. En effet, Korogo est un très bel héritage culturel, mais c'est aussi et surtout une terre d'opportunités économiques. Cela grâce notamment à un sol riche, propice à une agriculture de rente qui demeure parmi les plus dynamiques du pays. La ville et ses villages aux alentours jouent un rôle clé dans l'essor de la culture de l'anacarde. Allez, on vous emmène sur les traces de leur gris dans le City Tour. À Korogo et ses environs, se joue une révolution silencieuse, celle de la filière de l'or gris, l'anacarde. Autrefois culture marginale, elle est devenue l'un des piliers de l'agroéconomie locale. Plongeons au cœur de cette filière et voyons comment elle s'est structurée, quel acteur l'anime, quels sont ses défis et surtout ses immenses perspectives. L'anacarde, ou noix de cajou, a été introduite en Côte d'Ivoire par la SATMACI et la SODEFOR entre 1959 et 1960 dans le cadre de la politique de reboisement et de diversification de l'économie agricole initiée par l'État pour lutter, entre autres, contre les menaces de désertification. Au début des années 2000, la production prend de l'ampleur dans le bassin cotonnier du Nord grâce à la disponibilité des terres, au développement des échanges commerciaux Afrique-Asie et surtout par une volonté de diversification des cultivateurs eux-mêmes. Depuis 2015 à ce jour, la Côte d'Ivoire est le premier producteur de noix de cajou brutes, dépassant le 1 million de tonnes récoltées en 2022. Un secteur en plein essor, donc qui implique différents acteurs et crée de l'emploi. Alors les différents acteurs, nous avons les acheteurs qui sont agréés par le Conseil du coton et de l'anacarde. Nous avons les producteurs qui sont, je veux dire, à la base de cette production. Nous avons les transformateurs et également les exportateurs. En ce qui concerne les statistiques pour la campagne 2025, nous avons pu enregistrer
est au-delà de 160 000 tonnes pour la région du Poro, avec un nombre total de plus de 4 000 camions qui ont permis de transporter ces 160 000 tonnes. Et pour le département de Korogo, nous sommes au-delà des 100 000 tonnes, c'est-à-dire 100 860 tonnes pour 2 700 camions. Dans le seul département de Korogo, ce sont environ 21 781 producteurs qui cultivent l'anacardier sur des milliers d'hectares de vergers. Parmi les facteurs de l'adoption de l'anacarde, on peut citer la forte demande internationale, les marges brutes supérieures à celles du coton et la faible quantité de travail nécessaire à l'entretien des champs par rapport à l'activité cotonnière. Cette adoption participe à la transformation du paysage agricole, à une diversification des revenus en milieu rural et à l'amélioration des conditions de vie des producteurs. Depuis les années 2013 où l'État a apporté la réforme de la filière, on a senti qu'il y avait un changement très significatif au niveau des zones de production. Le changement, il est palpable en fait, parce qu'on a constaté que depuis, il y a eu des années où on a même acheté le produit jusqu'à 800 000 francs même. Donc depuis ces années, les gens ont construit, les gens envoient facilement leurs enfants à l'école, les gens se soignent facilement. Alors donc ça a encore donné plus d'engouement aux producteurs de s'intéresser à cette culture. L'anarcadier produit une fois par an, précisément vers les mois de décembre. Déjà, les premiers noix commencent à tomber. Et quand ça commence à tomber, à ce moment, nous rentrons dans la phase des récoltes. On laisse tomber au moins sur 2 à 3 jours. Et maintenant, on enlève les noix. Le ramassage est vraiment dur. Une seule personne ne peut pas. Une seule personne ne peut pas. Donc, tous les membres de la famille, que ce soit les femmes, voilà, les garçons, tout le monde se réunit pour pouvoir faire ce travail-là. Parce que c'est un travail qui est très, très, très dur. Donc, souvent même, il arrive que les membres même de la famille sont peu pour la main d'œuvre. On arrive même à prendre, comment on appelle ça, des contratiers. Donc, prendre des gens qui vont venir travailler. Et puis maintenant, on va les payer. Ici, on enlève les noix. Donc, il faut les sécher pendant au moins 2 à 3 jours. Donc, pour que ça soit bien sec. Et puis maintenant, tu les mets dans les sacs jute. Les sacs jute où l'air rentre. Alors, si tu les mets dans les sacs nylon là, donc ça va gâter la qualité. Donc, ça va devenir noir et puis ça va gâter la qualité. Donc, il faut mettre dans des sacs jute, aller bien garder dans un magasin bien arriéré. Il ne faut pas aussi prendre ça pour aller mettre ça dans ta chambre. Voilà, tout ça là, donc ça peut gâter la qualité. Quand on finit de sécher, maintenant, on va chercher, comment on appelle ça, un acheteur. La raison pour laquelle nous nous sommes mis en société coopérative. Donc, la société coopérative, elle regroupe le produit récolté de ses membres. Et maintenant, va l'acheminer vers un acheteur, un exportateur, ou soit un égraineur. Parce qu'il y a des gens qui prennent ça pour aller directement à l'usine. Ou soit, tu livres ça à un exportateur qui va prendre à son tour pour exporter. À Korogo, la campagne de commercialisation de l'anacarde s'étend de février à juin, avec des pics d'activité en mars et avril. La ville devient alors un véritable carrefour commercial pour toute la région du Poro. Dans les entrepôts de coopératives, les noix brutes sont triées, calibrées, emballées et pesées dans des sacs en jute allant de 90 à 120 kg. Elles sont alors prêtes à l'exportation. Plus de 90% de la production locale est exportée vers l'Inde, le Vietnam, premier importateur de noix de cajou, le Japon, le Brésil et l'Europe. Une noix qui répond aux standards se vend à 425 francs CFA par kilogramme. Mais les prix peuvent varier selon la qualité et le taux d'humidité. Le Poro ne disposant pas d'une délégation de transporteurs, les sacs sont acheminés par camion jusqu'à Abidjan ou San Pedro et pris en charge par les exportateurs. Le port de San Pedro est aujourd'hui le lieu de départ majeur pour l'exportation d'anacarde. Alors, pour la région du Poro, les années antérieures,
On commençait la campagne avec une qualité de KOR. Le KOR, c'est la qualité, avec un KOR de 46, 47. Et cette année, nous sommes allés jusqu'à 48, 49 pour le début de la campagne. Alors donc, on a constaté en cela qu'il y a eu une affluence des acteurs dans la zone, et ce qui nous a permis d'enregistrer le volume un peu au-delà des 160 000 tonnes. En 2022, moins de 15% de la production ivoirienne était transformée localement. En 2024, elle passe à 30% et l'objectif est d'atteindre les 50% avant 2030. À Korogo, plusieurs entrepreneurs et artisans se lancent dans la chaîne de valeur afin d'apporter de la valeur ajoutée aux produits bruts. Alors qu'un kilogramme de noix brutes se vend à 425 francs CFA, une fois transformé, le prix au détail peut dépasser 3500 francs CFA le kilo, soit près de 10 fois plus. Malgré son potentiel énorme et son impact positif sur le niveau de vie des Korogolais, les défis liés à la filière de l'anacarde sont encore nombreux. Le nombre encore insuffisant d'usines de transformation industrielle, la volatilité des prix internationaux qui rend les revenus locaux instables, le faible accès au financement pour les producteurs, les infrastructures routières insuffisantes pour acheminer rapidement les récoltes ou encore les besoins en innovation, notamment via la digitalisation, sont autant de facteurs impactants. Au niveau de la digitalisation, il faut dire que nous avons des applications qui ont été mises en place pour faciliter l'enregistrement des différentes données depuis le brochant jusqu'à l'exportation. Et ce qui nous permet de suivre effectivement la trajectoire de tout camion chargé. Alors, des efforts ont été faits à ce niveau. Toutefois, qu'un camion décolle de la zone de production, qui met du temps à arriver à destination, automatiquement l'acheteur est interpellé pour qu'on soit situé de la position du camion. Avec les projets portés par le gouvernement et les efforts de modernisation auprès des acteurs locaux, Korogo est bien positionné pour devenir un pôle régional majeur de la filière anacarde. L'anacarde du Nord n'est pas seulement une noix, mais aussi et surtout une promesse, celle d'un avenir plus autonome, à la fois puissant localement et plus ouvert au monde. Et si la prochaine révolution économique de la Côte d'Ivoire partait de cette petite noix venue de la cité du Poro, une chose est certaine, c'est que l'or gris de Korogo n'a pas dit son dernier mot. Il a encore de beaux jours devant lui, cet or gris, surtout dans le département de Korogo. Et les habitants dans tout ça, que pensent-ils de la ville? Qu'est-ce qu'ils y aiment particulièrement? Et qu'est-ce qu'ils souhaitent voir s'améliorer? Ils prennent la parole dans l'interview express. On regarde. Les endroits à Korogo pour se détendre, il y a plusieurs endroits, mais ça dépend de la personne. Si tu aimes les bars, les maquis, les résidences, en tout cas, il y a un peu de tout ici à Korogo. Ça dépend vraiment de la personne. Matin seulement, nous on vient s'asseoir aussi à Chéri pour vendre banane ici. Donc on est à l'aise ici, matin jusqu'à le soir. Les endroits les plus intéressants, il y en a tellement. Il y a des endroits gastronomiques, il y a aussi des endroits de jeux. Bon, l'endroit qui est plus apprécié par des gens actuellement, on appelle ça Petits Animaux, sur la route de l'aéroport là, non loin de Village Cannes. Voilà, c'est un restaurant qui a servi pendant la Cannes. Ce que j'aime le plus à Korogo, je peux dire c'est un peu plus calme par rapport à Abidjan. Comme des plats, moi-même je ne sors pas là, ça encore je ne sors pas, je ne sais pas. En tout cas, c'est les traditions turques. Les gens qui sont à Oragne, là, c'est les coutumes que moi j'aime beaucoup. Les habits traditionnels. Bon, je dirais que le stade Amadou Gon Coulibaly, vraiment, c'est vraiment un joyau architectural. Vraiment, les gars ont vraiment bien travaillé sur le stade. Vraiment, c'est vraiment la chose que j'adore ici à Korogo. Le problème de Korogo, en conduite, les gens, ceux qui n'ont pas permis, ça conduit mal. Donc il y a toujours accident à Korogo. Ça, ceux qui n'ont pas permis et qui ne connaissent pas la côte de la route, ils ont des problèmes. Les difficultés ici à Korogo, c'est le transport. Le transport est extrêmement cher. Et puis à une certaine heure,
ça devient encore plus cher. Du coup, c'est fatigant. Dans la journée, on crie. Donc, imaginez la nuit. Il y a certaines voiries encore qui n'ont pas encore eu de goudrons. Par exemple, la voie de Cocody. Voilà. Il y a un quartier ici à Korogo qu'on appelle Cocody. Mais la route de Cocody, il n'y a pas de goudron. Bon, je ne sais pas quel est le programme. C'est de faire tout possible pour qu'ils puissent mettre les bitumes chez nous, quoi, à Cocody. Ce que j'aimerais aux autorités de Korogo, pour qu'ils puissent construire des infrastructures, des usines pour les jeunes, ceux qui n'ont pas d'emploi, pour qu'ils puissent s'exercer. Donc on ne veut pas guerre encore. Guerre qui a passé, c'est passé. Maintenant, là, on ne veut plus guerre. On veut devenir à l'aise. Waranyene, c'est Waranyene, tout le monde va là-bas. Même un qui est d'Abidjan, il faut me déposer quelqu'un qui est bon, tu as dit c'est Waranyene. Il y a beaucoup là-bas. Moi, j'aime plus Waranyene. Quand tu as une personne qui vient te voir à Korogo, tu peux lui dire, allons à Waranyene, tu vas faire un tour. Parce qu'arriver là-bas, la personne fait, waouh, ça c'est joli, hein? Et je ne savais pas que ça existait. Donc à Waranyene, on se retrouve vraiment. Parce qu'en ville, on ne trouve pas ça. Waranyene, c'est des gars qui travaillent bien, mais il manque de publicité. Vraiment, c'est des habits qui sont très bien. Il y a des touristes qui arrivent même. Jusqu'à présent, je ne pense pas que tout le monde puisse connaître là-bas. En tout cas, c'est l'endroit que je préfère le plus. Il y a une fois, on est parti, on allait visiter les habits traditionnels, tout ce qui concerne la tradition, il y a beaucoup là-bas. Donc, c'est des nourritures que moi j'aime beaucoup, mais ce qui concerne le reste, ça ne m'intéresse pas. Des hommes et des femmes donc qui aiment leur commune, en particulier le stade Amadou Gon Coulibaly et l'étoile de Waranyene. Pour cause, ces dernières représentent un patrimoine culturel riche et ancestral. On peut également citer les peintures sur toile tissée de Fakar, les perles artisanales de Kapélé, les objets en fer forgé de Koni, sans oublier les sculptures en bois du quartier Koko. Nous vous les faisons découvrir ou redécouvrir et c'est une immersion totale au cœur de l'artisanat de Korogo que nous vous proposons maintenant dans le City Plus. À Korogo, l'artisanat n'est pas seulement un ensemble de disciplines. C'est une mémoire vivante, une richesse économique, un lien entre hier et demain. Dans cette diversité artisanale, 5 expressions emblématiques tirent leurs épingles du jeu. Partons à la rencontre des hommes derrière les œuvres. Quand on parle d'artisanat local, le village de Waranyene demeure le plus réputé pour ses toiles tissées. Première escale dans ce village emblématique, où la tradition du tissage est depuis toujours une source de fierté et de revenus pour des familles entières. On compte aujourd'hui environ 400 artisans, femmes et hommes, actifs à Waranyene. Nous, on en est pour toujours que les parents sont tisserands. Donc c'est des années des grands-parents, arrière-grands-parents qui ont été tisserands. Les grands-parents faisaient d'abord le tissu blanc, sans motif. Ils faisaient que pour les funérailles, que les mariages, traditionnellement. Donc on a changé un peu. D'il y a 40 ans, on fait des modernistes, on fait des nappes, on fait des draps, on fait des peignoirs, on fait des couvertures. Les artisans de Waranyene travaillent principalement en coopérative, pour une production moyenne de plus de 10 000 mètres de toile par an. Le prix d'un pagne est compris entre 8 000 et 15 000 francs CFA selon la qualité. Les bandes de tissu de 10 à 14 cm de large sont tissées à la main, puis cousues ensemble pour former les pièces souhaitées. Certains modèles de couverture peuvent prendre jusqu'à 2 semaines de confection. Les tissus de Waranyene, autrefois réservés aux funérailles et aux mariages, habillent aujourd'hui les podiums et ornent les boutiques du monde entier. On a des partenaires qui sont un peu à l'extérieur. Ils font souvent des petites commandes, voilà, des petites quantités. Aussi, on a des grossistes, ceux qui revendent. On a des revendeurs qui viennent, qui prennent un peu partout. Bon, s'il n'y a pas crise, bon, Mali, Burkina, Sénégal, même en France, même en Amérique, on a des clients qui prennent un peu partout. Waranyene prouve que tradition et modernité peuvent marcher main dans la main et que l'artisanat est une richesse qu'il faut préserver tout en restant ouvert au monde extérieur.
À une trentaine de kilomètres de Korogo se situe le village de Fakar. Il est célèbre pour ses peintures sur toile tissée qui sont communément appelées toiles de Korogo. À l'origine, les motifs étaient peints à la main sur les murs des maisons. Dans les années 40, Soro Donisonghi les porte sur la toile de coton tissé. Les peintures racontent des histoires mythologiques, sacrées et naturelles qui ont traversé le temps. Les artistes peintres en sont les gardiens. Un métier que j'adore. Je peux dire depuis à l'âge de 6 ans, j'exerce ce métier. Pour ne pas dire que je suis né dedans, parce que je suis né, j'ai trouvé mon papa, il était peintre. Donc voilà comment est-ce que j'ai appris le métier, quoi. Ouais. Chez nous, le métier, c'est un don. Que tu sois femme ou garçon. Quand tu nais de la famille d'un peintre, ça ne t'empêche pas. Ma grand-sœur était très bien que moi en dessin. Mais comme la femme, elle appelait à se marier un jour, quand elle est déjà mariée, c'est fini. Les toiles de Fakar sont particulièrement appréciées par les collectionneurs, les touristes et les décorateurs du monde entier. Elles sont réputées pour avoir été une source d'inspiration pour l'artiste peintre Pablo Picasso, qui a effectué un séjour discret dans la région dans les années 30 et a transmis aux artisans quelques techniques plus modernes. Picasso est passé dans nos villages à Fakar. Des techniques qu'il nous a montrées, surtout la brosse à dents. Avant, on ne travaillait pas avec la brosse à dents. Avant, à l'époque, c'était cette matière-là, qu'on appelle ça le couteau. C'est du métal qui a été fabriqué par les forgerons. Ouais. Ça nous permet de tracer les traits un peu fins. Plus fins, quoi. Ouais. Les traits sont plus fins encore. Mais là, avant, pour obtenir une toile comme ça, il fallait pas au moins 2 à 3 jours sur une toile comme ça. Mais aujourd'hui, je peux en fabriquer au moins 10 par jour. À présent, cap sur Kapele, au sud-ouest de Korogo, où se cache un savoir-faire précieux, la fabrication artisanale de perles. Cet art, comme les autres, se transmet de père en fils et demande une minutie qui ne s'acquiert qu'avec de longues années d'apprentissage. Les perles de Kapele sont façonnées et décorées à l'aide de matériaux locaux, l'argile, les plantes, les plumes de volaille, le vernis naturel, selon des techniques ancestrales. Le processus consiste tout d'abord à recueillir l'argile dans un bas-fond, à la faire sécher au soleil, la piler et la tamiser. Après, on mouille avec l'eau pour faire les pâtes comme ça. Quand on fait les pâtes comme ça, là, on va commencer à faire les boules, pour former les boules. Bon, quand on va former les boules, on a des belles écartées à côté. On frotte aux pommes pour que l'argile ne colle pas, sinon ça va coller. Là, on forme les boules. Bon, quand on forme les boules, on a des bambous taillés, redressés. Ça, on prend pour faire trou au milieu, les boules au milieu, pour percer. Bon, quand on perce, là, on enlève pour garder au soleil. Voilà, ça sèche. Quand ça sèche, ça devient comme ça, blanc. Les chercher maintenant, quand on va brûler, on cherche les sons de riz, la paille de riz là. On couvre d'autres sons de riz. Quand on couvre, on allume à effet, ça brûle à 24 heures. Là, ça devient noir comme ça. Là, ça devient solide, ça ne casse pas facile. Ça peut casser, mais c'est pas facile à casser. On passe alors à la décoration de la perle, à l'aide d'une plume, avec des couleurs obtenues avec des décoctions naturelles comme le kaolin pour le blanc, les jeunes feuilles de quinqueliba pour le vert et de teck pour la couleur rouge. Enfin, la perle est vernie afin de fixer la couleur. Autrefois, les perles étaient fabriquées uniquement pour être montées sur des quenouilles afin de permettre aux femmes de filer le coton. La nouvelle génération a diversifié l'offre et aujourd'hui, les perles sont assemblées en bijoux ou modelées en petits objets de décoration. Au village ici, s'il y a des cérémonies ou bien mariages comme ça, les gens du village viennent nous faire les commandes pour la mariée et puis le marié aussi.
nous on fabrique pour eux et ils portent pour faire les mariages avec ça. Souvent aussi, s'il y a des cérémonies ou bien une autre fête aussi au village ici, on fait les pères, on donne ça à les vieilles femmes et puis nos papas aussi, on porte pour danser au village ici. À Kony, le feu est roi. Ici, le fer est forgé à la main depuis des siècles, perpétuant une tradition ancestrale aux racines profondes et mystiques. Le village compte environ 150 forgerons. Des visites payantes sont organisées avec démonstration à la forge. Avec la colonisation, plusieurs forgerons ont abandonné les techniques ancestrales pour privilégier les techniques occidentales. Le type de forge que l'on utilise n'est plus très répandu, car il est jugé trop pénible. Le sable noir que l'on utilise pour obtenir le fer est extrait directement de la terre. C'est un processus qui est difficile, mais c'est comme ça que mes grands-parents faisaient. Alors, je ne suis pas prêt de l'abandonner parce que c'est mon héritage. Je suis l'un des rares forgerons à utiliser encore cette méthode. Nous travaillons avec le fer brut. Le fer brut, c'est nous partons à la mine pour creuser le fer. C'est à 4 km du village. Ce sont des milles à 20 mètres de 25 mètres. On rentre sur les galeries pour extraire le fer brut. Et c'est là on vient faire les outils de travail. On fait les machettes, les dabas, les couteaux, n'importe outil qu'un paysan a besoin. Ou aussi les visiteurs qui viennent nous visiter. Si quelqu'un nous commande un outil, on le fait. Dans tout le nord, c'est notre fer qui travaille ici. Dans tout le nord, si ce n'est pas ici à Kony, il n'y a pas une mine encore. Le processus de forge d'un simple objet utilitaire est long et fastidieux. Il peut s'étendre sur un mois et chaque étape doit être respectée avec précision. La fabrication de ce type de fer demande du temps et comprend plusieurs étapes. D'abord, il faut creuser la terre et stocker le sable. Ensuite, on fait sécher le sable pendant 4 à 5 mois. À la fin du processus, on utilise des moules pour modeler le fer en fonction de l'objet que l'on veut fabriquer. Dans un monde dominé par la production industrielle, les forgerons de Kony nous rappellent que la beauté du geste, le pouvoir du métal brut et la noblesse du savoir-faire transmis par les ancêtres gagneraient à être plus connus et reconnus. Retour dans le cœur de Korogo, dans le quartier central de Koko, où le bois reprend vie à travers les sculptures. C'est ici que sont sculptés sur commande des masques sénoufos au même titre que des statuettes baoulées ou encore Jésus-Christ sur la croix. Ici, les artisans, une centaine, sont polyvalents et ouverts d'esprit. Ils travaillent avec du teck ou du bois de fromager. On est tous une famille de sculpteurs. Chaque coup que vous voyez ici, on est tous sculpteurs. Tu apprends à sculpter au cas où, si après tu décides d'exercer un autre métier, mais ton premier métier, il faut pouvoir sculpter. On peut faire les deux. On a des sculpteurs qui sont enseignants, il y en a qui sont fonctionnaires d'État. Mais pendant les vacances, il vient quand même pour sculpter. Ça veut dire qu'il a l'amour de sa tradition, puis l'héritage aussi assuré. Voilà. Maintenant, on a une relève quand même d'apprentissage qui est un peu maigre. Voilà, parce que nos apprentis, ce sont nos enfants. Voilà, donc quand ils vont à l'école, s'ils n'étaient pas à l'école, vous allez les voir en train de traîner là. Ce que nous, on enseigne tous aux enfants, c'est de leur dire que ce n'est pas à l'école seulement on réussit, ce n'est pas seulement dans les bureaux qu'on réussit. On peut aussi réussir
dans notre métier. Donc nous, on se donne le droit de les apprendre. Ils ont déjà une formation d'un métier. Et puis après, si les études te réussissent, tant mieux. Parce qu'à travers notre art, ils peuvent connaître aussi la civilisation de la culture africaine. Pas seulement Senfo, mais de la culture africaine. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'art. L'art, ça parle. Tous les masques ont des significations en arrière. Ce n'est pas quelque chose qui est au hasard. Chaque pièce est unique et a une signification. Cependant, comme nous l'explique M. Koulibaly Kassoum, certaines, bien qu'inspirées de rites initiatiques du Poro, n'ont cependant pas de portée spirituelle en fonction de l'usage auquel elles sont dédiées. Le vrai souci pour le sculpteur même, c'est que l'Africain a mis l'art dans le même bloc que le fétichisme ou le maraboutisme. Deux choses très différentes. Par exemple, moi je suis en train de faire une Vierge Marie, ça n'a rien à voir. Mais c'est avec mes mêmes outils que je fais un objet d'art qui est sacré dans le bois sacré, ou je fais aussi un objet d'art qui va dans l'église. C'est la pensée qu'il faut voir. C'est beaucoup de personnes qui se sont dit, bon, ça c'est notre objet sacré. Et puis il y a eu 2 ou 3 personnes qui l'ont volé, qui l'ont vendu à quelqu'un d'autre. Donc il faut que tout le monde soit d'accord. Entre art, spiritualité et artisanat décoratif, les sculptures de Coco sont bien plus que de simples objets. Ce sont des messagers silencieux, gardiens d'un savoir-faire millénaire. Les sculptures sont vendues localement et exportées vers l'Europe ou les États-Unis via des galeries ou des ventes directes lors de salons. De l'étoffe tissée à Waragnéné aux sculptures de quartier Coco, en passant par les perles de Capellé, chaque pièce porte l'âme d'un peuple. Ces artisans bâtissent un pont entre ancien et moderne, entre local et international. À Korogo, l'artisanat ancestral n'est pas un vestige. C'est un avenir en marche vers la mondialisation, et ce, malgré les défis. Quel héritage incroyablement riche que ce bouillonnement artisanal. On espère bien évidemment voir l'artisanat de Korogo rayonner sur le marché international de l'art dans les prochaines années, mais toujours avec une rémunération équitable de ceux qui travaillent dans l'ombre, nos artisans locaux. Alors il est également de ceux qui ont longtemps travaillé dans l'ombre avant d'occuper des postes clés. Affectueusement surnommé l'ASPR, M. Ouattara Lassina, député maire de la commune de Korogo, a permis aux équipes de CityMag de passer une journée avec lui et de le suivre dans ses activités. C'est tout de suite dans le City Meet. Nous sommes dans la cour de la mairie de Korogo. Ce matin, nous suivons le maire Ouattara Lassina dans une journée rythmée par des actions de proximité et d'engagement pour sa population. Un peu de la banane. Non, t'arrête. Un mois. Non, ça va. Dans la banane là. Voilà. Ah, chut. Faut pas prendre. Ouais. Donc j'ai la banane. Merci. Après ce petit arrêt coupe-fin, direction la cérémonie de remise des clés de la nouvelle école du village de Klokaka. Je pars à Klokaka pour remettre on a fait des constructions des écoles. On va remettre ça aux élèves pour les aider le village. Vous savez que la mairie construit souvent les bâtiments d'école, les dispensaires. Donc aujourd'hui, on a construit plein d'écoles, donc on est en train de faire l'ouverture de ces écoles-là pour que les enfants puissent soient à l'aise dans les classes. Donc actuellement, on construit 2 bâtiments d'école, de 6 classes. Donc vraiment, on est fiers pour aller inaugurer ça, pour donner ça aux enfants. Voilà.
inauguration aussitôt effectuée, M. Ouattara Lassina reprend la route vers d'autres prérogatives. Mais sur le chemin de retour, il ne manque pas de s'arrêter pour écouter les demandes et préoccupations des habitants. Chaque arrêt est l'occasion d'un échange chaleureux. Ici, pas de barrière. En voiture, le maire répond à nos questions. D'abord, sur sa proximité avec les habitants, puis sur les réalisations de la mairie dans la ville ainsi que les chantiers en cours. Ce qui me plaît beaucoup, la population, ils me respectent. Les gars me respectent. Et quand je dis non, je ne veux pas ça, il n'y a pas de problème. Ils ne se fâchent pas, ils ne font pas la bagarre, ils ne font pas ça, ils se marchent, quoi, non, ils ne sont pas dans ça. Parce qu'ils savent que quand je dis, ils savent pourquoi je dis ça. Donc ils suivent mes instructions, ils suivent mes conseils. Donc vous voyez que la ville est en train de développer. Ils sont prêts pour moi, la population. Et ces motos, c'est moi qui j'ai mis à la police municipale. C'est la moto de la police municipale. Aujourd'hui, on est en train de construire un terrain sportif pour la jeunesse. Et c'est vraiment grand. C'est grand, ils sont actuellement en construction. Et on est fiers d'avoir un stade. Et quand tu vois la place Dominique Ouattara et la mairie, que j'ai renouvelé ça en combien de mois, c'est impressionnant. Et tout le monde est fier, tout le monde est content parce qu'on se moquait de la mairie de Korogo. On dit ouais, la mairie de Korogo, ça ne ressemble pas à la mairie de Korogo. La mairie a été renouvelée, vous voyez comment c'est beau. Voilà, vraiment, on est en plein chantier actuellement. En plein chantier. Retour à la mairie. Le maire nous montre le matériel récemment acquis et nous fait visiter les bureaux. C'est une équipage qu'on a ici. Ouais, ça c'est un moteur de police. Super, on a fait le don. Voilà. Dans son bureau, entre dossiers et souvenirs, les distinctions témoignent d'un parcours engagé au service de Korogo et de ses habitants. Voilà, c'était une belle immersion dans le quotidien d'un homme qui impacte positivement sa commune. Évidemment, nous n'avons pas voulu en rester là et nous vous proposons à présent une interview en aparté pour comprendre la vision de M. Ouattara Lassina pour sa commune. Ça se passe toujours dans le City Meet et c'est l'interview de l'élu. Monsieur le député maire, Monsieur Lassina Ouattara, merci de nous accorder cette interview exclusive. Vous allez nous parler un peu de vous et de vos actions au sein de la ville de Korogo. Alors, pour des téléspectateurs qui ne vous connaissent que très peu, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Lassina Ouattara, en dehors de ses fonctions de maire? Je m'appelle Lassina Ouattara. Je suis né le 21 septembre 1966 à Korogo. J'ai fait toute mon enfance à Korogo. Vous êtes un fils de la région. Un fils de la région. Vous savez, hein, un homme, un garçon qui n'aime pas trop les études, il s'est cherché un peu. J'ai commencé à suivre un grand politicien qui s'appelait Feu Kassoum Koulibaly. Qui était président des transporteurs. On est restés ensemble. Et j'étais toujours le fameux planton de la mairie de Korogo. Donc le garçon de bureau, voilà, celui le garçon qui de bureau, aide qui partageait les courriers de gauche à droite. Et après ça, Kassoum Koulibaly partait aux États-Unis. Et il m'a dit, bon, fils, on va aux États-Unis, mais on revient ensemble. Il dit, il n'y a pas de problème. Je suis allé aux États-Unis. De là-bas, c'était en 1992. De 92, il ne m'a plus revu. Ce jour, ça a été planifié de la salle à manger. On mangeait avec Gomis. Bon, j'ai dit, je vais aux toilettes. Et des toilettes, là, j'ai disparu. Donc, tout en travaillant, tout en menant des activités, oui. Vous étiez très impliqué oui. dans la vie politique de la diaspora. C'est ça. Après, on a formé le parti politique de RDR. Donc, le RDR, le président, c'était le Kei Edouard. Et moi, j'étais son adjoint. On a travaillé dur.
Et c'est là-bas que j'ai connu le président de la République. Et Dieu a fait, on s'est connus, on s'est vus, et vraiment il a vu l'efficacité. Monsieur le député maire, vous avez fait donc votre temps aux États-Unis et vous êtes revenu en Côte d'Ivoire. Vous avez gravi petit à petit les échelons et en 2023, donc vous êtes élu maire de Korogo à l'unanimité des conseillers municipaux présents. Selon vous, quelle est la qualité humaine qui vous a permis justement, parce que vous aviez quand même un parcours atypique, et quelle est la qualité humaine qui vous a permis d'accéder à cette fonction et certainement qui vous a aidé dans les moments difficiles? Mais vous savez, la qualité, j'aime l'homme. C'est pas parce que tu as les moyens, non, mais c'est l'homme même que j'aime. Parce que je n'aime pas voir les hommes souffrir. Donc, Dieu m'a donné ce don pour venir aider nos parents. Quand je me promène, quand je vois si vous me mettez 5 minutes ici, vous allez voir le monde dans ma maison, à la cour ici, parce qu'ils ont besoin de l'aide. Et cette qualité, moi, je l'ai. En matière de services publics et d'infrastructures, quelles sont ces actions dont vous êtes le plus fier? Ben, merci. Vous savez, actuellement, quand on est venu à la mairie, bon, je n'accuse pas quelqu'un, parce que quand je suis venu à la mairie, c'était au moment de la Cannes, mais la mairie était vraiment dégradée. Donc, je suis allé voir le président de la République et je lui ai montré les photos de la mairie. Donc, rénovation totale de la mairie? Rénovation totale. Et la financé pour nous. Aujourd'hui, vous voyez la mairie, et j'étais fier, j'étais heureux. Et vous voyez la place ado, on a refait la place ado. Les enfants, quand tu vas le soir, samedi soir, c'est plein d'enfants qui sont en train de s'amuser là-bas. Et une troisième réalisation? Oui, la mairie est en train de construire un centre sportif pour les jeunes. Ah ben, quand vous allez voir la maquette, mais ce que je vous donne la maquette, que vous allez voir. Et les écoles, on n'en parle pas. Les dispensaires, on n'en parle pas. Il y a plein de machines qu'on a payées. Les machines, on a payé les machines, on a payé les engins pour essayer de gratter les routes. Vraiment, on ne dit pas non. On a des matériels maintenant pour travailler. Voilà. Très bien. Parlons un peu de la jeunesse de Korogo. Oui. Est-ce que vous avez un programme spécifique pour l'insertion des jeunes à Korogo? Je pense toujours aux jeunes. On est en train de travailler sur un programme des jeunes. On a eu la formation tout dernièrement, formation avec un partenaire pour la formation des jeunes pour le permis. Parce qu'il y a plein d'accidents qui se passent dans le mototaxi. On a signé un partenariat de 500 jeunes qui vont avoir les permis. Et encore, je viens d'avoir encore des permis de 150 personnes. Bon, on est en train d'aller doucement, comment intégrer la jeunesse. Moi, mon souhait, c'est que chaque jeune de Korogo ait du travail. Mais nous demandons aux investisseurs de venir investir à Korogo, surtout, pour que les jeunes puissent avoir quelque chose à faire. Merci, monsieur le maire, pour ces réponses. Nous arrivons à la fin de cette interview. Je voudrais vous demander quelle est votre vision pour la ville de Korogo dans 10 ans ou 15 ans? Mais merci beaucoup. Je pense que Korogo, si je suis encore là, être candidat encore en 2028, vraiment, avant que je sois fatigué, j'aimerais que Korogo devienne au moins une ville des États-Unis. Parce que j'ai beaucoup de projets pour cette ville. Donc dans 15 ans, Korogo est comparé à une ville des États-Unis. Korogo va changer. Le député maire, M. Ouattara Lassina, nous démontre que résilience et philanthropie peuvent être les clés pour une gestion proactive d'une commune. Et c'est sur ces notes que votre émission City Mag spéciale Korogo arrive à son terme. Nous vous retrouvons la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, prenons soin de nos collectivités locales.